Et bonjour, Aurélie. Bonjour, Olivier, ça va? Oui, ça va pas mal. Très bien. Et vous? Bon, ça va. Plutôt bien. Ouais, je me plains pas. Bon, on est ravis de vous avoir en tout cas. C'est Ouais, un je suis film. heureux d'être là et parler Ouais. de ce film magnifique, La Panthère des Neiges. Ouais, il paraît que c'est la bande originale de film. C'est pas votre première, hein, mais c'est celle que vous avez peut-être pas préféré faire, en tout cas celle dont vous êtes le plus fier aujourd'hui. Bah, c'est un film, c'est un projet, c'est un honneur extraordinaire de travailler dessus. Moi, j'ai la chance que c'est pas mon métier de faire la musique pour les films. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Moi, je peux en fait choisir qu'est-ce que je veux faire. Mon travail, c'est en fait de faire musique avec le groupe, avec des Bad Seeds ou Dirty Three. Et faire musique pour un film, c'est un cerise sur le gâteau, quoi. Mais là... de travailler sur un projet comme ça, c'est rare. Ouais, comme j'ai dit, un vrai honneur. Et c'est un beau gâteau que vous avez cuisiné à 4, cette Panthère des Neiges. Il faut quand même dire que c'est pas une grosse production. C'est un film qui nous vient de 2 réalisateurs qui ont poussé, qui habitent aujourd'hui en tout cas dans les Vosges, et qui vous ont un jour contacté, rêvant que vous posiez votre voix avec la leur sur ce film, La Panthère des Neiges. Un film à 4 voix, celle de Vincent Munier d'abord, le premier, à avoir posé un pied là-bas, au Tibet, puis celle de Sylvain Tesson, qui a posé lui ses mots sur les images de Marie Amiguet, la réalisatrice. Comment vous avez-vous accordé votre voix avec les leurs? Est-ce que vous avez travaillé sur leurs images, Warren Ellis? Je crois éventuellement oui, mais en fait, juste pour expliquer, moi je suis arrivé assez tard dans le processus. Je crois que j'ai eu un coup de fil de Vincent Munier à fin janvier. J'étais en train d'avoir une crise nerveuse, une breakdown, parce que j'étais en train de faire le Carnage et on était speed. Et j'avais un livre à écrire et aussi une série de télévision à commencer. Et j'ai rencontré Vincent, je crois, au début sur un Zoom. Et j'ai regardé un montage et c'était le cœur de ce film qui m'a parlé direct. Et aussi Vincent qui fait une ouverture dont moi, je ne donnais pas. C'est un homme extraordinaire et je l'aime beaucoup. Et après ça, j'ai rencontré Marie. En fait, j'avais pas le temps. C'était le cas avec Mustang aussi. J'avais pas le temps de le faire. Et j'avais proposé de faire 5 jours, travailler sur le film et essayer de faire la moitié de la musique. Et dès que j'ai commencé, je voulais aller jusqu'au bout. Et je trouvais un autre 2 jours. Et Nick, j'ai appelé. Il est venu dans le studio pour un jour. Il est resté 3 ou 4. Et en fait, c'était le film et l'équipe qui nous a bouleversés. Et on voulait aller jusqu'au bout, quoi. Parce que vous aviez fait des bandes originales, vous aviez composé des musiques de films, et pour des fictions notamment. Le documentaire animalier, c'était pas votre monde, a priori. Pas pour les animaux. Bon, les humains, c'est les animaux. J'ai fait j'ai fait quelques-uns pour documentaires pour les humains. Mais, ouais. Ah, vous l'avez fait pour l'animal. Non, pas pour les animaux, mais je dois dire que c'est un documentaire, c'est des animaux, c'est des humains, comme je dis, c'est très spécial. Et de travailler sur les images, c'était incroyable, les images dans le film. Et avec la musique de film, ça t'a permis une grande liberté. Et avec les animaux, c'est une autre chose. Et avec des paysages aussi. J'avais l'impression, en fait, c'était plutôt comme un western, comme l'assassinat de Jesse James. Et l'espace, ce genre, le film, l'espace et un grand espace, ouais.
Pendant qu'on écoute cet extrait de la bande originale de La Panthère des Neiges que vous avez orchestré, Warren Ellis, vous faites des grands mouvements amples, justement. On voit la baguette du chef qui s'agite. C'est intéressant, Warren Ellis, parce qu'on parle ici d'un film où se pratique l'affût. Les deux compères, Sylvain Tesson et Vincent Munier, partent à l'affût de la Panthère des Neiges. Ils essayent la capter, la voir, l'attraper par leur regard. Et on parle aussi de pistage quand il s'agit de suivre un animal à la trace. Et en musique ici, pour composer un titre comme celui-ci, il y a des pistes qui s'ajoutent les unes aux autres. Combien de pistes se superposent ici pour former ce morceau? Comment vous l'avez composé? Aucune idée. Pour moi, je ne pouvais pas dire. Peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Pour moi, la musique reste toujours un mystère. Je suis toujours attiré par les vibrations, fondamentalement. Mais je ne pense pas comme ça, combien de pistes. Il y a quelques-uns. Mais vous êtes à l'affût de quoi? Vous espérez ça veut quoi dire quand quoi, vous la composez? À l'affût, c'est qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Avec quoi? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous composez cette musique? Quand on travaille avec l'image, c'est l'image qui est important. La musique, c'est secondaire. Il faut que ça fonctionne avec l'image. C'est ça. C'est différent quand tu fais la musique avec un groupe. Il faut que le réalisateur, réalisatrice, pour moi, le plus important, c'était que Marie et Vincent étaient heureux avec la musique, que ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt, en fait, dans la composition de musique pour film. Et, en fait, c'est important d'écouter, en fait, à les gens qui connaissent mieux le film que toi. Il ne faut pas essayer avec cette musique d'écraser l'espace. Non. C'est un film en plus sur le silence et un film sur l'attente. Ouais. Vous avez cherché à l'accompagner ou à l'orchestrer aussi, cette attente-là? Il faut expliquer que c'était eux qui m'a fait contacter. Parce que je crois eux, ils ont pensé que notre musique va amener quelque chose. Ils avaient fait un montage avec une musique qui existait déjà. Et déjà, ça c'est un positif parce que eux ils ont envie déjà de travailler avec toi. Sinon c'est un peu la lutte. Moi j'ai eu cette expérience avec les autres films et moi, comme j'ai dit, c'est en fait mon travail, c'est servir le film et l'image. Je vois beaucoup de films où la musique écrase, où ça prend trop de place. La musique, c'est très délicat. Souvent, la musique, il faut que ça parle d'une autre chose. Mais si... et l'image, il faut que l'image peut rester dans l'air, quoi. Que l'image est libérée. Ce film, La Panthère des Neiges, Warren Ellis, est-ce qu'il vous parle d'un monde où vous avez grandi, d'un monde que vous connaissez, vous, le gamin australien, ou d'un monde que vous avez fantasmé? Moi, j'ai grandi en Australie, à la campagne, mais c'était rien à voir avec les images. Non, moi, j'ai jamais passé un moment dans un terrain comme ça. Mais moi, j'étais très ému par Vincent et Sylvain et les animaux et l'espace et le paysage, le sujet. C'est ça qui m'a parlé. Mais j'ai aucune référence pour cet environnement, quoi. Oui, ça ne parlait pas à votre part sauvage, mais vous êtes allé la chercher. C'est très spécial, ce paysage-là. Non, mais j'ai jamais fait ça dans ma vie. J'aimerais bien.
J'attends que Vincent m'invite d'aller en recherche d'un animal. Ah, il va falloir cultiver la patience alors. J'aimerais bien faire ça. Ouais. Vous en seriez capable? Vous êtes d'une nature patiente? J'aime bien la nature, ouais. Et j'aime bien les animaux aussi. Tous les animaux, même les hommes. Bah, je crois qu'il faut. Sinon, on est perdu. Vous avez grandi en musique? Ouais. Autour de vous, il y avait de la musique, partout? Ouais, mon père, il jouait à la guitare et j'avais trouvé un accordéon à la déchetterie quand j'avais 7 ans. Et j'ai commencé comme ça. Et puis le violon. Mais moi, j'étais toujours quelqu'un qui adorait la musique d'écouter. De devenir un musicien, j'avais jamais pensé de ça. Ça, c'était plus tard. Comment ça s'est fait? J'étais prof à l'époque et j'étais pas content. Et c'était vraiment par hasard quelqu'un dans le souvenir, il se souvient que je jouais le violon. J'ai croisé un pote dans la rue et le prochain jour, j'ai fait un concert avec quelqu'un. C'était au début des années 90 et depuis ce moment-là, j'ai continué. Et j'ai rencontré Nick. Nick Cave? Oui, Nick Cave, c'est pas 94. Et je suis parti avec mon groupe de tisserie en 95 pour faire une tournée aux États-Unis. Et en fait, j'ai jamais rentré. Voilà, c'était comme ça. C'était juste, j'ai eu de la chance. Mais vous avez trouvé aussi quelque chose dans la musique? Un langage? Pour moi, c'était plutôt les gens autour de moi. Pour moi, c'est une collaboration, toujours. Et c'est eux qui, avec des autres gens, je trouve les choses dedans. Les autres gens m'aident de m'exprimer. Comme j'ai dit, d'être musicien, c'était jamais mon but, en fait. 30 ans plus tard, j'ai fait que ça. Et vous jouez plein d'instruments, hein. L'accordéon, le piano, le bouzouki, le violon, évidemment, hein. Ça, c'est l'instrument premier pour vous? C'est le plus difficile aussi, non? Ah, je lutte avec le violon depuis 40 ans. Moi, je connais, je crois, 10 notes sur le violon. Le reste, c'est un mystère. Et je ne sais pas mon premier instrument. Pour moi, je joue aucun instrument bien. Mais si je trouve un instrument, je suis curieuse. Et je cherche une mélodie, je cherche les cordes, je cherche quelque chose. Aujourd'hui, je me trouve plus dans les sons électroniques. La Panthère des Neiges, c'était le plaisir de retrouver le violon. Et en fait, avec le premier montage que j'ai vu, ils avaient placé beaucoup de musique où j'avais joué le violon. Et voilà. Et j'étais vraiment heureux de retrouver le violon. Le dernier disque de Bad Seeds, Ghosteen, Carnage avec Nick, Skeleton Tree, Push the Sky Away, c'était plutôt les synthétiseurs, les boucles électroniques. Mais pour moi, c'est plutôt la recherche de vibration qui est important. C'est pas quoi, qu'est-ce que je vais jouer, c'est plutôt une recherche de vibration. Et je m'en fous quel instrument ça va être, en fait. Et je crois que j'étais toujours comme ça. Un disque dans la tourmente de la pandémie, un disque ancré dans une catastrophe collective, a dit Nick Cave, Carnage, votre dernier album. On en écoute un extrait. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My own
holes at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony, reading Flannery O'Connor with a pencil and a plan. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you again. En 83, Nick Cave crée les Bad Seeds. Vous avez déjà votre groupe. Vous rejoignez le groupe avec Nick Cave 10 ans plus tard. Depuis, Nick Cave et vous, Warren Ellis, vous êtes totalement inséparables. Vous avez trouvé visiblement une vraie complémentarité. Vous aimez travailler ensemble. Est-ce que vous pourriez expliquer, raconter ce qui vous unit, ce qui vous soude, y compris face aux épreuves de la vie? Moi, j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi ça fonctionne. Moi, je suis un peu superstitieuse. Et pendant ça fonctionne. Moi, j'ai préféré la mystère. Avec Nick, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami vraiment un grand ami. On a passé plus que 25 ans ensemble. Mais je crois que ça fonctionne parce qu'on recherche tout le temps. Il faut que ça avance, notre collaboration. Et le jour que ça avance pas, c'est le jour qu'il faut que ça arrête. Mais je crois, moi, j'attendais jamais que ça va durer si long. Mais que ça avance vers quoi? Vous cherchez quoi tous les deux? C'est le bon son? La belle histoire? Un truc qui te plaît, un truc qui te bouleverse, un truc, je sais pas, c'est un truc qui tu trouves étonnant, un truc que tu comprends pas. C'est des trucs que tu comprends pas, mais des trucs que tu recherches. Je sais pas, moi si je connais qu'est-ce qu'on fait, la composition, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien les choses qui me font peur, en fait. Les idées dans le studio qui me font peur, c'est le plus intéressant. Et quand tu connais comment ça va être, c'est beaucoup moins intéressant. Mais quand j'ai rencontré Nick, le premier moment dans le studio, je sais pas, il y avait une complicité. Moi, j'étais un grand fan avant. J'adorais qu'est-ce qu'il fait avec des Bad Seeds depuis le début, quoi. Et même avant ça, avec The Birthday Party. Et je sais pas, c'est comment tu expliques pourquoi tu aimes bien une personne. Je sais pas, pour moi, c'est un rapport très spécial. Mais il fait partie de ces artistes que vous admirez et avec lesquels vous travaillez, Warren Ellis, comme Nina Simone, par exemple. Il y a une histoire assez folle entre vous et elle. En 99, un soir de concert, vous allez décoller de son Steinway, son chewing-gum, et vous le gardez précieusement. Vous êtes comme ça. Vous faites collection, visiblement, des chewing-gums, en tout cas de celui de Nina Simone, que vous avez depuis transformé en œuvre d'art. J'ai que le chewing-gum d'elle. C'est un chewing-gum collector. Ouais, j'ai que le chewing-gum d'elle, en fait. Oui, j'ai pris son chewing-gum. Vous êtes fétichiste?
Oh, je crois pas. Non, pour moi, c'était plutôt un concert qui a changé ma vie. J'ai vu ce concert en 99 et j'ai pris son chewing-gum, j'ai gardé pendant 20 ans. Et récemment, j'ai écrit un livre sur ce chewing-gum qui est maintenant dans une coffre en Danemark et ça va faire une tournée du monde pour le prochain, je ne sais pas combien de temps, avec une exposition de Nick Cave. Et voilà, ouais. Je ne sais pas si je suis fétichiste, mais... Mais vous êtes fan d'elle. C'était une artiste qui a été touchée par la grâce. C'était quelqu'un qui m'a bouleversé, comme John Coltrane, comme Alice Coltrane, comme Beethoven. Il y a des gens, ou des réalisateurs, ou des écrivains qui, quand on écoute, on lit, ou on voit les films, on a l'impression que la vie a changé après ça. Et Nina Simone, c'était comme ça. J'ai l'impression qu'elle a changé ma vie. Et ce concert m'a marqué énormément. À chaque concert, on avait l'impression qu'elle jouait sa vie sur scène. On se souvient du fameux concert aussi à Montreux. C'était quand même aussi un rapport à la scène qui était très particulier pour elle. Vous le vivez comme tel. Vous vous mettez en danger aussi sur scène. Vous cherchez à vous faire peur, comme vous le disiez tout à l'heure. Elle, c'est différent. Elle est sur un autre niveau. La plupart de gens comme moi, on est dans la boue, on nage dans la boue, on cherche. Mais elle était à un autre niveau. Et ça, c'est très rare. Vous êtes dans la boue vraiment sur scène ou vous êtes au ciel, dans une forme de communion avec le public? Créativement, moi, je ne me mets pas au même niveau qu'elle. Et je crois, je ne sais pas. Elle était d'une auteur extraordinaire. C'était un génie. Elle était touchée par quelque chose. Et de le voir sur scène, comment elle rompt dans le morceau, comment elle s'exprime, comment... et là, j'ai vu une transformation extraordinaire. Elle ne pouvait pas marcher. Et la scène... c'est sacré. J'ai remarqué ça toute ma vie, en fait. La scène, c'est un moment sacré pour les gens et pour les musiciens. Il y a une communion qui passe entre eux qui est extraordinaire. Et là, j'ai vu un concert où il y avait une transformation dans elle qui n'était pas du tout de ce monde. Sur scène, Warren Ellis, on n'est pas tout seul. Non. This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone. We are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We are not alone. Good news. We don't see them. We are not alone. Voilà pour la bande originale, la musique du film que vous avez co-signé avec Nick Cave et qui referme cette Panthère des Neiges à voir en salle dès demain et dont nous allons continuer à vous parler avec Sylvain Tesson, Vincent Munier et Marie Amiguet qui vont nous rejoindre autour de la grande table des idées. Warren Ellis, précisez que vous êtes aussi un grand ami et complice de Marianne Faithfull, pas simplement de Nick Cave, que vous avez mis en musique tout récemment les poésies qu'elle récite, les mots des poètes romantiques du 19e.
dont Lord Byron, of course. L'album s'appelle She Walks in Beauty. Beaucoup de beauté aujourd'hui autour de cette grande table grâce à vous. Merci beaucoup, Warren Ellis. Merci beaucoup.